toutes et tous pour cette visio, cette première sur laquelle je vais revenir rapidement de Bretagne Tiers-Lieu. Donc Bretagne Tiers-Lieu, c'est le réseau de préfiguration, le réseau émergent des tiers-lieux bretons. C'est un projet qui est mené depuis plusieurs mois par un collectif de structures dont l'objet principal est de mettre en réseau, de mettre en lien les lieux, les tiers-lieux, les porteurs de projets de tiers-lieux bretons, et ce de manière transsectorielle, c'est-à-dire qu'on porte un projet de nature alimentaire ou un coworking ou numérique ou un inclassable. Et il y en a beaucoup, tous ceux qui se reconnaîtront dans cette manière de faire, dans cet état d'esprit, sont les bienvenus pour construire ce réseau qui est porté par un collectif autour de plusieurs structures dont Frédéric et moi, on est les représentants ici. Donc, parce qu'effectivement, pour ma part, je représente le réseau Colvert, mais Frédéric représente Réseauville. Et puis, il y a d'autres structures que sont Copeschem et des coworking comme la Canopée ou la Cordée, qui portent ce réseau depuis plusieurs mois, qui est devenu une structure de préfiguration. Donc désormais, on est une asso de préfiguration autour d'un bureau en lien avec les structures que je viens de citer, et puis d'une gouvernance transitoire qui associe ce collectif fondateur, mais aussi une quinzaine d'acteurs, d'autres acteurs que sont la Chambre régionale de l'ESS, les fabriques de territoire. Ce sont ces lieux labellisés et soutenus par l'Agence Cohésion des Territoires, et puis d'autres lieux incontournables de la région, dont l'Hôtel Pasteur d'ailleurs, que Gwenola représente ici, et d'autres. Voilà pour un petit mot sur le réseau de tiers-lieux. Et donc aujourd'hui, ce réseau dont l'asso de préfiguration a été lancé il y a quelques mois travaille sur plusieurs sujets, notamment deux sujets que l'on a lancés cette année. Un premier qui n'est pas tellement l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, qui est le sujet de la formation et de l'accompagnement des tiers-lieux. Je sais que c'est un sujet important pour les porteurs de projets, pour les lieux aussi, entre eux, de pouvoir échanger, s'accompagner, s'entraider. Et donc ça, c'est un premier sujet sur lequel le réseau nous semble légitime et sur lequel on sent une attente. Et donc, on travaille sur ce sujet pour faire monter une offre de formation, une offre de services commune en direction des lieux et des porteurs de projets bretons. Et puis, il y a un deuxième chantier que l'on co-anime avec Frédéric, justement, et dans lequel s'inscrit cette rencontre, qui est le chantier de l'animation, puisqu'un réseau, c'est se connaître, c'est se rencontrer. Et donc, du coup, c'est l'objet de ce chantier que de proposer à la fois une cartographie pour que les lieux puissent s'identifier, mais aussi d'organiser un cycle de rencontres et d'en faire découler une parole aussi des tiers-lieux en direction de la puissance publique, en direction des collectivités et des pouvoirs publics. Ça, c'est toute la partie plaidoyer que l'on développera plus tard. Et donc, pour commencer aujourd'hui, on vous propose donc de démarrer ce cycle de rencontres ce jour en avril, autour qu'on a proposé d'appeler les remue-méninges. Alors, c'est une première et le nom est également un test. Mais l'idée, c'est tout simplement de pouvoir se réunir. Alors, pour l'instant, on regarde le contexte sanitaire de manière virtuelle, et puis on espère très bientôt en réel, pour échanger tous les 2-3 mois sur des problématiques qui sont communes à tous les tiers-lieux, à tous les secteurs de tiers-lieux, quels qu'ils soient. Et donc, pour cette première, on a choisi ce thème fédérateur, en tout cas commun, nous semble-t-il, à beaucoup de porteurs de projets, sur la manière d'animer, de faire vivre les lieux, et aussi sur un thème qui peut être une spécificité pour la Bretagne, pour proposer de s'inspirer de ce concept de permanence architecturale pour faire vivre nos tiers-lieux bretons. Voilà, je vais laisser Frédéric introduire le sujet, et puis ensuite on proposera un tour de table avec nos intervenantes que je remercie à nouveau d'avoir accepté de participer aujourd'hui pour lancer cet échange. Voilà. Merci Arnaud. Et donc Frédéric Frénard, je travaille pour Réseauville, donc plutôt spécialisé sur les questions des quartiers populaires, et pour lesquels en tout cas on a un intérêt certain sur les questions des tiers-lieux, parce qu'effectivement c'est des espaces qui fabriquent la ville, et Dieu sait que les quartiers sont des territoires qui se renouvellent, se transforment régulièrement. Donc, pour ce premier remue-ménage, effectivement, on a voulu explorer un thème qui nous paraissait faire sens avec vos réalités de tiers-lieux,
celui de construire des espaces et des usages chemin faisant avec les réalités de ceux et celles qui les pratiquent. En somme, ce que j'aime souvent rappeler, c'est qu'un tiers-lieu ne se décrète pas, il se fait. Et en ce sens, la permanence architecturale s'inscrit dans ce principe et pourrait se résumer peut-être ainsi. Alors, c'est peut-être très réducteur, justement, mais habiter en construisant, construire en habitant. Alors, c'est comme ça que je l'ai découvert en parcourant un manifeste, le manifeste de la permanence architecturale de 2015. Je vais peut-être vous redonner quelques morceaux choisis de ce manifeste qui va vous donner aussi peut-être des orientations, des principes qui pourront justement faire sens avec vos réalités. Donc la permanence architecturale, qu'est-ce que c'est? C'est donc construire en habitant et habiter en construisant. Ça pourrait se définir également faire advenir un programme par le faire, par le fait de vivre le projet. Ça pourrait être également une permanence dans laquelle on fait lieu de vie. La permanence est souvent plus une phase qu'un outil. En tout cas, c'est plus un état d'esprit qui considère que tout ce qui advient comme potentiel et constructif. La permanence, c'est peut-être se rendre disponible à l'évolution, peut-être aux impensés du projet, et ça pose une question d'attention permanente par rapport à ce qui gravite autour du projet. Et on pourrait peut-être, ça c'est peut-être quelque chose qui est très commun aussi avec la notion de tiers-lieu, c'est que c'est pas quelque chose qui est uniforme et on va plutôt le considérer au pluriel quoi, finalement. Donc il n'y a pas vraiment une façon de décrire une permanence architecturale, mais plutôt une multitude de façons de le concevoir, de l'habiter, etc. Et il y a une notion qui m'a semblé aussi intéressante, en tout cas dans la question de permanence architecturale, c'est qu'en fait, les rôles, les métiers, les règles qui sont souvent préétablies, ben, en fait, elles tombent assez rapidement avec cette méthode. Et donc voilà, il y a quelque chose qui est dans le sens du renouveler des pratiques, de porter attention à et du faire ensemble qui me semblait très, très forte. Et en ce sens, je trouve que ça colle bien avec les réalités des tiers-lieux. Donc, je ne vous ai pas donné forcément de définition de la permanence architecturale. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas facile de les définir. Et si je tentais de définir, je pense que je le réduirais trop. Peut-être que le plus simple, c'est que pour saisir cette idée, on puisse laisser nos intervenants présenter leur réalité, leur projet, et on pourra ensuite en échanger ensemble, si vous voulez bien. Donc, pour peut-être commencer, on va laisser les intervenants se présenter. Et Françoise, peut-être, est-ce que vous pouvez débuter cette présentation en nous présentant votre lieu? Alors oui, alors moi je m'appelle Françoise Mène, je travaille à Plouhinec, aux ateliers Jean Moulin. Alors, Plouhinec dans le 29, c'est-à-dire à la Pointe du Raz, en département et en territoire totalement isolé et rural. Alors je précise aussi dans mon parcours, parce que c'est important, je pense que la question du vocabulaire, comme la permanence architecturale par exemple, c'est un vocabulaire qui est utilisé par nos amis architectes et urbanistes. Et moi, mon collectif, il est absolument pas composé d'architectes et d'urbanistes. Donc, c'est vrai que c'est une dénomination qu'on n'utilise pas, bien qu'on va se retrouver complètement dans un tas de critères de la permanence. En fait, moi, je suis plasticienne à la base et ingénieure pédagogique. Donc, je dessine des espaces pour que les gens apprennent et se forment. Et j'ai travaillé longtemps au Grand Voisin depuis la création des Grands Voisins, avec mon collectif qui est né juste avant mon collectif, c'est la Nouvelle Imagerie, et c'est né juste avant la naissance des Grands Voisins. Et on a trouvé dans le lieu des Grands Voisins un espace pour grandir et se développer. On n'aurait jamais pensé se développer autant vous dire aussi.
C'est donc, nous, on est plutôt sur des approches pluri- et interdisciplinaires. Et on a décidé de quitter la ville, déjà il y a 3 ans maintenant, pour revenir sur des terres bretonnes parce qu'une partie du collectif était originaire de la Bretagne. Donc on a choisi, je ne vais pas vous faire, je fais court, mais en tout cas, on n'a pas choisi par hasard de venir s'installer en Cornouailles. Et à partir de là, on a eu une grosse réflexion, une grosse prise de recul par rapport à l'expérience Grand Voisin. On s'est dit que on se devait quelque part d'aller planter des graines de cette expérience-là. Non pas d'être dans un fantasme de dupliquer, parce que chaque expérience de tiers-lieu est induplicable, elle appartient à ceux qui font l'expérience et au territoire en particulier. Donc, c'était impossible de penser comme ça, mais on avait identifié un certain nombre de marqueurs qui étaient des marqueurs de réussite pour nous de cette expérience qui, franchement, enfin, tout le monde dira dans le collectif que ça a changé nos vies. Donc, on s'est dit que peut-être que ça serait intéressant qu'on continue à travailler cette veine-là et qu'on plante ces graines ailleurs. Donc, on a cherché un lieu et on a trouvé des sardineries, des hangars sur les ports de pêche en abondance, mais avec énormément de travaux ou des questions de propriétaires très compliquées. Et on est tombé sur l'appel à projet de la région Bretagne qui avait à l'époque, donc il y a 2 ans, pile poil maintenant, avait un ancien lycée de Charpente-Maritime, donc un lycée qu'elle venait de fermer, et avec un choix pour la région assez simple, ou bien ils le vendaient à Pierre et Vacances, ou bien ils en faisaient un tiers-lieu. Donc, ils ont décidé, avec audace, de faire un appel à projet sur la gestion et l'animation de cet espace de 16 000 m². Donc, on a décidé de candidater et au moment de candidater, on s'est dit qu'il nous manquait une dimension dans l'équipe. Ben, c'est celle de l'architecture et de l'urbanisme, justement, puisqu'on ne l'était pas. Et on s'est rapproché de nos amis de Plateau Urbain qui ont bien voulu nous accompagner pour mettre en place ce projet. Aujourd'hui, il n'y a pas de présence d'architectes et d'urbanistes au quotidien. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure aussi. Et puis, peut-être vous dire dans la présentation qu'on fait partie du réseau Bretagne Tiers-Lieu depuis sa création et qu'on est très, très heureux que ce réseau puisse commencer à s'envoler. On est aussi labellisé Fabrique de territoire par l'État. Et bien sûr, on est très accompagné par le propriétaire, la région Bretagne, sur le développement du projet. Je ne sais pas si j'ai le temps. Super, merci beaucoup Françoise pour cette présentation concise et claire. Et donc, du coup, ça me permet d'enchaîner, de donner la parole à Gwenola, parce que pour le coup, donc à l'autre bout de la Bretagne, à Rennes, à l'hôtel Pasteur, on a fait quelques kilomètres. Et donc du coup, pour le coup, bah voilà, Gwenola, je te laisse te présenter. Toi aussi, tu es dans la boucle de ce réseau émergent depuis le départ, puisqu'on avait fait un premier voyage avec toi et Maxime il y a un peu plus d'1 an pour rendre visite à nos collègues de Nouvelle-Aquitaine qui ont fait émerger un réseau qui a près de 10 ans, donc qui est un peu en avance de métier par rapport à nous et à beaucoup d'autres régions. Et justement, ce terme de permanence architecturale vous parle un peu à l'hôtel Pasteur, non? Tu actives ton micro. Oui, pardon. Bonjour tout le monde. Oui, alors donc je représente aujourd'hui l'hôtel Pasteur, donc la conciergerie de l'hôtel Pasteur. Du coup, nous sommes 3 maintenant à Rennes et je vais vous dire en quelques mots effectivement ce qu'est aujourd'hui l'hôtel Pasteur, mais surtout peut-être aussi redire que comme initialement Sophie Ricard devait aussi intervenir, redire aussi que voilà, la fondation, enfin les fondements de ce projet sont nés aussi d'une expérience architecturale, on va dire, en tout cas d'un projet architectural pour le coup. Et donc c'est ce sur quoi on va échanger aujourd'hui, c'est plus sur les effets en fait de la permanence architecturale sur l'hôtel Pasteur aujourd'hui. Comment ça a été inspirant aussi pour nous pour continuer à faire vivre le lieu.
Donc, juste en quelques mots, je ne sais pas du tout le degré de connaissance des uns et des autres du coup sur l'Hôtel Pasteur. En quelques mots, c'est donc une ancienne fac de sciences, hier encore fac dentaire, qui accueillait aussi un centre de soins dentaires au rez-de-chaussée et qui était, dont les étages en fait étaient vacants depuis plusieurs années. Donc en 2012, en fait, donc un architecte, Patrick Bouchin, est à l'instigation de ce projet, un projet d'université foraine en fait. Cette idée de l'université foraine, c'était un peu à partir d'espaces vacants dans les villes, trouver des espaces de partage de savoir, mais de savoir-faire, de savoir-être, donc une espace de transmission au sens très large. Et donc cette idée, donc l'hôtel Pasteur, enfin le bâtiment même de Pasteur a été repéré parmi d'autres lieux vacants dans la ville. Et donc, cette université foraine a pu démarrer et donc a été portée par Sophie Ricard, architecte aussi à ses côtés. Et dans les différentes phases en fait, de cette expérimentation, le bâtiment était, appartenait à la ville. Enfin, appartient toujours à la ville, pardon. Mais en tout cas, petit à petit, les clés ont été confiées et du coup, c'est vraiment par la commande était très, très finalement minime. C'était vraiment l'idée de pouvoir tester par les usages ce lieu. Et c'est à partir du coup de ces usages et des différentes pratiques qui ont été menées dans le lieu, des enjeux en fait qu'on y a vus, justement d'en faire un espace commun, que la réhabilitation en fait a été actée par la ville. Donc au-delà de cette dimension du coup qui est la notion d'hospitalité en fait a été un peu la notion première. Du coup, c'était vraiment un peu l'idée d'accueillir un accueil un peu inconditionnel quoi, dans le lieu, qui n'était pas du tout lié à une sélection des projets, mais qui était plutôt vraiment voir comment on pouvait permettre en fait à des personnes et des projets de vivre ensemble sous un même toit. Et donc, suite à cette aventure-là, la ville en fait a décidé la réhabilitation avec aussi d'autres besoins repérés à ce moment-là, donc notamment une école maternelle qui était trop à l'étroit dans le quartier, et puis un projet aussi d'EduLab qui s'est préfiguré aussi pendant la période de réhabilitation. Donc un EduLab qui lui est un service qui émane de la ville, mais qui se définit aussi en tiers-lieu dans ses modalités de fonctionnement. Voilà, donc pour vous dire aujourd'hui où on en est, mais on reparlera évidemment de l'impact en fait de la permanence architecturale dans le lieu après dans la discussion. Mais aujourd'hui, donc on vient d'ouvrir après une phase de chantier importante où il y a eu des permanences architecturales justement tout au long du chantier aussi qui ont permis en fait de faire du chantier un lieu ouvert et public. Mais malgré cette ouverture tout le long du chantier, on annonce aussi quand même une réouverture maintenant post-chantier dans une nouvelle configuration, puisqu'en fait, on partage maintenant les espaces avec cette école maternelle, même si depuis ce matin, elle a fermé, puisqu'elle est confinée pour un mois encore. Et donc, on partage aussi les espaces et le projet aussi avec l'EduLab. Voilà, donc nous, dans l'activité de l'association en fait est devenue gestionnaire du site, une délégation donc confiée par la ville avec une convention d'occupation sur 5 ans. Et donc, on continue à habiter le lieu. On continue à s'appeler des concierges. C'est pareil, c'est aussi un vocabulaire en fait qui s'est inventé justement avec des architectes qui avaient peut-être, Sophie notamment, mais Patrick Bouchin aussi, qui voulaient redéfinir peut-être cette vision même d'habiter finalement sur site quand on est quand eux, en tant qu'architectes, étaient présents sur site. Mais en tout cas, nous, on continue à défendre cette fonction, ces modalités de concierge, en tout cas, et de faire vivre finalement la conciergerie aussi comme une permanence, puisque du coup, c'est ce quotidien dans le lieu, puisque dans les 2500 mètres carrés en fait, de l'hôtel Pasteur qui restent, qui sont le lieu de vie du coup de l'association, ce sont des projets qui sont accueillis, des projets éphémères, donc des projets qui sont accueillis de 3 heures à 3 mois. C'est la temporalité qu'on a un peu définie, mais et dont les règles peuvent se renouveler un peu au fur et à mesure aussi justement
du vécu du lieu. Mais en fait, cette idée-là de 3 heures à 3 mois, c'est vraiment pour permettre à des initiatives de se renouveler et de partager les espaces voilà, au quotidien. Merci Gwenola. On reviendra tout à l'heure un petit peu plus dans les mécaniques, comment tout ça, ça s'est mis en place au sein de vos lieux, Françoise et puis Gwenola. Je vais laisser juste la parole à Laura pour qu'elle puisse nous présenter aussi la structure qu'elle représente, donc la preuve par 7, pour nous donner aussi des éléments d'introduction autour du thème du sujet. Et puis du coup, on reviendra bien sur des espaces plus pratiques, on va dire. Laura, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Ravie d'être là. Je remplace également Sophie Ricard, qui est aujourd'hui co-directrice à mes côtés et avec Paul Citron de Plateau Urbain également, de la preuve par 7. Du coup, la preuve par 7, c'est une démarche qui est expérimentale en urbanisme et en architecture et qui soutient des projets, des sites, des porteurs de projets qui ressentent le besoin de prendre le temps, en fait, d'expérimenter les usages, d'expérimenter les programmes, de se dire que les projets ne peuvent pas être définis par un élu, un cabinet d'architecture qui vont mener des études de leur côté et puis après on va demander rapidement par une concertation ou très rapidement une sollicitation à agir de la société civile et de construire comme ça la ville de manière segmentée. Donc la permanence architecturale que aujourd'hui finalement à la preuve par 7 on dénomme sous plein d'autres vocables, permanence territoriale, on se dit aussi que ça peut être une permanence paysagère, une permanence, de toute manière, elle est sociale, elle peut être culturelle. En fait, la permanence, c'est un outil pour répondre à des situations qu'on rencontre sur le terrain et en fait, qui amènent des besoins de réponse très contextualisés et qui ont besoin de temps. Et c'est de répondre en fait à une segmentation de la chaîne des projets urbains ou des projets architecturaux qui, en caricaturant rapidement, il y a une volonté politique ou une volonté, voire d'un acteur privé immobilier ou l'idée d'un équipement public issu d'une habitude de faire ou d'une programmation un peu monofonctionnelle. Et la permanence architecturale, en fait, ça va être se dire que le temps de l'étude ou du diagnostic, ça va devenir un temps vivant sur place, sur le site, sur le lieu du projet, et que ça va être le recueil, en fait, des besoins des habitants du territoire, de la société civile. Et donc, aujourd'hui, la preuve par 7 se donne pour objet un peu de promouvoir ces manières de construire plus ancrées sur les territoires. Et la preuve par 7, ce qui fait sa force, c'est que c'est une démarche donc, qui a été initiée par Patrick Bouchamp et par l'association, dans le cadre de l'association Notre Atelier Commun, qui a mené ces universités foraines, dont le projet au début de Pasteur. Et elle est soutenue en fait par le ministère de la Cohésion des Territoires, par le ministère de la Culture et par la Fondation de France. Et l'idée, en fait, c'est d'expérimenter et de raconter ce qui se passe sur ces terrains pour donner à voir que c'est possible de fonctionner de cette manière et pour démarginaliser ces pratiques et que chacun ne réinvente pas l'eau chaude dans son coin et qu'on puisse diffuser ces pratiques et avoir cet espace d'échange. Et peut-être, en bout de course, modifier la loi, parce que ça s'inscrit dans le cadre d'une loi qui a été votée en 2016, qui donne le droit d'un permis de faire. Donc, ça veut dire de faire le projet et a posteriori, une fois qu'on a fait le projet, l'évaluer, au lieu de devoir respecter toute une somme de règlements qui empêchent de faire. Voilà, très rapidement. Super, merci beaucoup Laura. Et donc preuve par 7 qui donc
comptabilise un certain nombre d'expérimentations, mais pas encore en Bretagne, me semble-t-il. Donc peut-être que ce début de dialogue entre le réseau des tiers-lieux bretons et la preuve par 7 sera le début, ou en tout cas l'amorce d'un territoire d'expérimentation. En tout cas, on sait qu'on sera toujours disponible en Bretagne pour regarder ça avec attention. Peut-être Gwenola, du coup, parce que tu nous as raconté la première partie de l'histoire quelque part et sur où vous en êtes aujourd'hui. Et donc, du coup, justement, si on revient sur ce concept et puis dans quelle mesure il vous inspire au quotidien et dans quelle mesure il peut inspirer aussi des porteurs de projets et des lieux bretons. Justement, du coup, tu disais que toi, aujourd'hui, tu animes, plus que ça, tu coordonnes c'est les dynamiques autour du lieu avec les effets de la permanence architecturale. Mais toi, qu'est-ce que tu entends par là? C'est peut-être aussi pour rebondir aussi sur ce que disait Françoise tout à l'heure en introduisant, parce qu'effectivement, c'est du vocabulaire aussi. Donc, ce qui nous a nourris, c'est aussi la manière dont Sophie, en fait, a pu théoriser finalement, mais ce qu'elle a éprouvé, en fait, sa pratique, puisqu'elle avait déjà une expérience à Boulogne-sur-Mer. Elle a poursuivi avec Pasteur en démarrant avec l'Université foraine et en occupant les lieux à Pasteur. Mais en fait, nous, ce qu'on a retenu vraiment fortement et ce sur quoi on s'inspire, et puis on continue en fait à élaborer évidemment, puisque c'est quelque chose aussi qui permet en fait une transformation, qui permet de se renouveler. Mais c'est l'idée déjà d'être familier au lieu, c'est-à-dire d'être dans se familiariser avec les lieux, c'est vraiment ça. Donc c'est le cas, je pense aussi évidemment à Plouhinec. En plus vous êtes nombreux à habiter, même à être logés sur place. Donc nous, Sophie elle a toujours parlé d'habiter Pasteur, même si finalement on n'a pas de locaux de sommeil. Donc c'est se familiariser au lieu au quotidien et à la façon dont le lieu se transforme en fonction de qui l'occupe. Et donc c'est ça, c'est devenir une sorte d'habitant ordinaire, quoi. C'est aussi pour ça que la notion de concierge, elle est intéressante aussi. C'est vraiment revendiquer en fait aussi que tout à chacun qui occupe le lieu peut avoir un pouvoir d'agir aussi dans le lieu. Donc c'est vraiment un peu cette idée-là. C'est aussi vraiment la permanence, c'est ce qui permet, en fait, on l'a vu aussi pendant toute la phase de chantier, donc là pour le coup sur le côté vraiment permanence architecturale, mais c'est comment des décisions sont prises en fait au quotidien en fonction finalement de ce qu'on découvre. Et donc là c'est archi concret, donc je sais pas, c'est juste pour donner une image, mais enfin c'est des situations très concrètes, mais qui nous servent finalement pour dans plein d'autres domaines. Mais là, par exemple, sur la réhabilitation du bâtiment, c'était le fait d'avoir l'architecte en permanence sur site. Tout d'un coup, on découvrait finalement, il y avait, je sais pas moi, un projet de revêtement en lino sur un des sols. On découvre dessous un plancher ou des vieilles tomates. Ben, on acte en direct avec les entreprises sur site que nous, autant qu'on garde ces tomates, quoi. Et puis même si elles sont cassées, un peu pourries, on bouche les trous, enfin, on fait une réparation, mais qui nous plaît et qui nous enchante plutôt que de recouvrir. Donc en fait, c'est aussi comment on construit vraiment au quotidien en prenant des décisions avec ce qu'on découvre en fait. Et donc dans l'animation du lieu ou dans l'accueil des hôtes et le lien, donc on appelle hôtes en fait les personnes qui ont des projets dans le lieu, si on veut, puisque c'est cette idée aussi, c'est pareil, c'est toujours l'idée de jouer avec les mots, enfin en tout cas d'aller chercher dans les sens multiples. Mais être hôte, c'est donc être accueilli d'abord dans le lieu, mais aussi pouvoir devenir accueillant, c'est-à-dire passer le relais et accueillir les nouveaux qui arrivent. Donc cette notion-là aussi, c'est pareil, c'est choisir des mots qui ont du sens pour nous et qui défendent ce quotidien. Donc la permanence, nous aujourd'hui on parle vraiment d'une permanence de la conciergerie, aussi pour dire que ce qui se met en place, comme on parlait par exemple de règles du jeu qui se mettent en place dans le partage d'un lieu, dans le guide d'usage finalement du lieu, on parle beaucoup dans les autres, comme on est là de manière temporaire, on parle beaucoup de voyageurs, et puis comme on parle de l'hôtel Pasteur, c'est aussi voilà, toute cette logique
d'accueillir de manière éphémère, mais d'être un peu voilà, comme un voyageur. Voilà, on peut arriver un peu comme voyageur égaré, et puis après, du coup, on peut aussi conseiller ce voyageur égaré quand on a fait un séjour déjà dans le lieu, quoi. Donc, c'est dans cette idée-là de permanence, de pouvoir servir en fait au lieu à travers un quotidien qu'on a vécu, à travers voilà, dans la manière de co-construire en fait avec les personnes qui sont concernées par ceux qui occupent le lieu, et puis d'être ensemble en fait en présence. C'est pas le tout en fait d'avoir des affinités, de dire qu'on va avoir des affinités pratiques ou qu'on va pouvoir faire ensemble. En fait, on se rend compte là par exemple en étant avec l'arrivée de l'école maternelle, par exemple, on voit que malgré toute cette préfiguration qu'on a eue en amont, là, l'école qui arrive au quotidien, il va falloir trouver évidemment comment on constitue vraiment nos règles du jeu communes. Et ça, c'est vraiment c'est l'affaire de tous les jours, quoi. Donc, c'est en ça que la permanence, elle est riche, voilà, elle revendique en fait ce pouvoir d'agir. Merci, Gwenola. Oui, c'est très clair. Je proposais en fait d'enchaîner avec François, parce que tu as évoqué la question de l'accueil sur un nouveau lieu. Et étant donné que pour le lieu sur les ateliers, en fait, vous arriviez justement sur un terrain vierge, en tout cas qu'il y avait une histoire et qu'il fallait créer un nouveau récit sur ce lieu. Comment ça s'est déroulé? Et donc, il y a la dimension accueil, mais il y a aussi se projeter sur justement un nouveau récit. Alors, comment ça se passe du coup quand on y arrive, qu'on arrive à ce moment-là? D'abord, on arrive sur une histoire douloureuse, donc un territoire qui perd un établissement scolaire, c'est toujours compliqué, en particulier en milieu rural, où la jeunesse est peu présente sur le Cap Sizun, là où on est. Donc, perdre un lycée, c'est une vraie blessure, une vraie cicatrice qui n'est toujours pas fermée pour une partie de la population. Ensuite, c'est aussi une cicatrice au niveau culturel, parce que le patrimoine Charpente-Maritime, quand même en Finistère, qui ferme, ça veut quand même dire des choses, quoi. Donc, nous, on arrive sur une histoire qui n'est pas facile, avec beaucoup de révoltes sur la fermeture du bâtiment, etc. Et pas forcément avec une envie pour une partie de la population de voir naître un tiers-lieu, pour lequel, d'ailleurs, elle ne voit pas du tout ce que ça veut dire, un tiers-lieu. Il nous a fallu 2 ans depuis le dépôt du dossier pour que ce mot-là circule et soit ancré dans le territoire, le mot tiers-lieu. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous expliquer très facilement ce que c'est. Alors, nous, on a choisi une démarche c'est marrant parce que le mot permanence architecturale, on ne l'utilise pas, mais bien sûr, je me retrouve complètement dans bien des propos de Gwenola sur le faire avec et le faire en marchant. C'est tout à fait ce qui s'est passé et ce qui se passe ici chez nous. Ce qui peut peut-être être intéressant à partager, c'est que nous, on a inventé deux choses. On a mis en place très vite deux démarches. La première, c'est ce qu'on a appelé la permanence permanente. Alors, pour le coup, vous voyez, le mot est le même, ce qui fait qu'on a ouvert un espace d'accueil permanent où tout un chacun dans le village ou ailleurs puisse venir discuter de ce qu'on faisait là, apprendre à nous connaître. Ça, c'est le côté faire venir juste déjà que le quartier puisse re-rentrer dans le bâtiment, c'est déjà pas simple. Alors, on a essayé d'inventer quelque chose de plus poussé parce que il suffit pas, quand on ouvre un tiers-lieu, de se dire on va faire venir les gens. Enfin, pour nous, c'est pas comme ça qu'on construit un lien. Et on construit un lien avec un double mouvement. À la fois, les personnes viennent, mais à la fois, nous aussi, on va vers eux, quitte à faire du porte-à-porte, ce que nous avons fait aussi au tout début pour expliquer la démarche et pour inviter aussi les habitants du quartier à des rencontres. Et on a inventé une rencontre qui a cartonné, enfin un type de rencontre qui a cartonné, qui s'appelle rencontre de voisins. Alors vous allez me dire, c'est une originalité déconcertante, mais il faut des fois appeler un chat un chat. Et rencontre de voisins, c'est la possibilité pour tout un chacun de venir boire un café aux ateliers, mais en amenant un objet.
Et l'objet en question, on ne se refait pas dans notre collectif, c'est une image. Donc, on a proposé aux habitants du quartier et au-delà de venir, de venir partager des images, des photos, des images photocopiées, peu importe, prises il y a une semaine ou prises d'il y a 30, 40 ou 50 ans, de venir avec cet objet-là. On ne pouvait pas venir boire un café si on n'avait pas ça. Alors, ça a marché extrêmement fort et on a vu arriver beaucoup de personnes qui sont venues, mais avec des cérémoniales, je veux dire, carrément de muséales, de venir déposer un bien qui est une photo ancienne en nous disant, bon, eh ben, c'est ici qu'il faut qu'elle soit conservée. Et ça, alors là, on s'y attendait absolument pas. Nous, ce qu'on voulait, c'est juste pouvoir discuter avec les gens en se disant, la photo va permettre le dialogue. Alors, elle a permis le dialogue sans problème avec nous, elle a permis le dialogue entre les voisins et on a été obligé de multiplier ces rencontres de voisins jusqu'à en faire une exposition interactive qui s'appelle Mémoire d'images et qui permet au quartier et au-delà de venir construire une mémoire partagée. Parce que la question, elle est pour nous, elle est pas tant avec le mot architectural que le mot patrimonial, pour le coup. C'est un patrimoine commun avec une mémoire à partager. Alors, on n'a pas du tout vocation à en faire un musée, hein, ce n'est pas la question du tout, mais on voit bien qu'il y a un besoin, de conserver et un besoin de valoriser. Nous, dans notre travail, on a toute une partie qui s'appelle cartographie savante du territoire, où en fait, on identifie les talents du territoire pour pouvoir les convoquer, les faire se croiser. Et c'est ce qui fonctionne. On arrive aujourd'hui à proposer à des artisans qui ne connaissent pas un autre artisanat de travailler ensemble et de faire naître des collaborations auxquelles on n'avait même jamais pensé et eux non plus. Donc, Mémoire d'image nous a emmené très très loin. Aujourd'hui, l'expo, elle est permanente, c'est-à-dire qu'on ne la démonte pas, parce qu'en plus, on l'a ouverte juste au moment où on a dû la fermer en novembre, mais on a décidé de ne pas la fermer. Elle reste dans les murs et elle est vraiment un passage possible pour toute personne qui vient sur le site, vient découvrir et l'histoire et déposer sa propre histoire et écrire ses propres pages sur le site. Puisque là où on est complètement en phase aussi avec certains items de votre manifeste sur la permanence architecturale, c'est le fait que c'est en permanence un chantier qui se visite. Ça, pour nous, c'était extrêmement important. On a continuellement des personnes qui viennent frapper en disant, voilà, j'étais ancien élève, ou alors j'ai entendu parler d'eux, est-ce que je peux venir installer mon entreprise? Et ça, c'est au quotidien, même en temps de confinement. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que justement, on n'est plus ouvert tant que ça au public. Donc, ce matin, c'était déjà compliqué. Et le fait qu'il y ait ce bouillonnement, cette créativité permanente, nous, on appelle ça on dit qu'on est sponsorisé par la Mécanique créative, c'est notre partenaire officiel, qui nous oblige, en tout cas, nous obligeons, mais de par aussi nos cultures professionnelles, à avoir un regard extrêmement créatif, une ouverture et une adaptabilité permanente. Je donne pour exemple, il y a un an, pile poil au mois de mars, on a vu arriver les professionnels de santé vers nous, les 65 professionnels de santé du Cap-Sizun, pour nous dire, voilà, on a besoin de construire un centre Covid en 3 jours, est-ce que vous pouvez le faire? Eh ben, on ne s'est pas posé la question du non, on s'est dit, bah, bien sûr. Et pendant 3 jours, on a bossé comme des fous pour pouvoir mettre en place une infrastructure logistique. On a construit aussi du mobilier, on a fait des adaptations sur un lieu qui est aujourd'hui toujours le centre Covid, même s'il est fermé et qui il sert partiellement. Par exemple, cette réponse-là au territoire, nous, on est vraiment heureux que ça puisse se faire. On a construit du coup aussi, pas seulement physiquement, mais avec 65 professionnels de santé qu'auparavant on ne connaissait pas, on ne les avait même jamais vus. Donc voilà, ça c'est cette créativité-là qui est pour nous vraiment extrêmement importante. La permanence, pour moi, elle voudrait dire plutôt engagement, un engagement donc dans la durée, quelque chose qui dure, alors qu'on travaille sur des problématiques qui sont relativement temporaires. Éphémères, je ne dirais pas le mot sur notre cas, puisqu'on a une convention d'occupation temporaire de 6 ans
avec le propriétaire et qu'on est bien là, la charte qui nous lie, la convention, elle nous précise bien qu'on est bien là sur un point de vue expérimental. Donc là, je rejoins aussi Laura sur toute la partie laboratoire expérimental, même si le mot laboratoire est complètement galvaudé, nous sommes bien en train de faire des expériences. Et c'est le côté expérientiel qui est particulièrement palpitant et qui finalement rejoint beaucoup plus d'habitants du quartier et du Cap qu'on ne pourrait le penser. Parce qu'en fait, ils ont envie d'essayer. Là, on travaille sur des transitions écologiques, on travaille sur des espaces communs de jardins partagés à l'intérieur du site, mais avec un cycle qui commence par le compost qui est fait avec les producteurs qui sont installés sur le site. On a un producteur de thé fermenté, il y a toute sa brasserie qui est installée sur le site. On a une conserverie de légumes lacto-fermentés. Tout ça donne des déchets qui partent au compost, qui repartent au potager. Et les potagers, aujourd'hui, ils sont en construction avec tout un volet social très, très fort, celui des personnes en réinsertion, du Centre intercommunal d'action sociale. On travaille avec Emmaüs aussi. On a la banque alimentaire qui s'est installée chez nous. Donc, il y a 100 bénéficiaires qui, toutes les semaines, viennent chercher leurs colis. Et nous, l'idée, c'était que ça ne reste pas juste de la distribution et qu'on puisse proposer à ces personnes-là de s'investir dans du potager pour lesquels elles puissent repartir avec un panier et qu'elles apprennent aussi dans des ateliers à cuisiner si jamais elles avaient besoin d'apprendre, en tout cas d'échanger. Voilà, donc on a en permanence des chantiers participatifs. Ça, c'est vraiment quand tu demandes qu'est-ce qu'on fait ou comment on fait, les démarches, c'est pour faire du lien. Il n'y a que des chantiers pour nous participatifs qui sont valables. Et puis le fait que, ce que disait Gwenola aussi comme particularité, on a 89 lits et 5 appartements T4 qui sont dédiés à de la colocation. Donc la colocation chez nous, c'est une colocation solidaire qui aussi répond aux besoins du territoire. C'est-à-dire que quand vous avez un stagiaire, un étudiant qui vient en stage en mairie, un service civique, quelqu'un qui a décroché une alternance dans une entreprise de bâtiment, et ben, quand on veut se loger dans un territoire aussi touristique que le nôtre, eh bien, il n'y a pas. Tous les saisonniers, alors là, évidemment, saisonniers chez nous, c'est les saisonniers des plages, les surfeurs, les kayaks, les voiles, les sauveteurs de la SNSM, etc. Toutes ces personnes-là, en fait, habitent ici selon le temps de leur mission et elles cohabitent avec l'équipe qui vit aussi sur place. Certains porteurs de projets habitent aussi sur place. Ce qui forme, on peut le dire clairement, c'est une forme de communauté. Il n'y a pas d'autre mot. Certains disent que c'est une grande famille, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose de communautaire parce qu'on a des communs aussi à entretenir, à faire vivre et des choses à partager qui vont bien au-delà de simples échanges professionnels. Donc là aussi, on rejoint l'item, c'est un lieu de vie avant tout, cette permanence architecturale. Et nous, on ne voit pas non plus comment ça pouvait être autrement. Alors peut-être parce qu'on est passé par la case Grand Voisin, qui n'a jamais entendu permanence architecturale avant que je ne parte des Grands Voisins. Pourtant, on en a vu des archis, des urbanistes et des colloques et des séminaires, etc. Mais cette dénomination, moi, j'en ai entendu qu'en partant. Et finalement, quand j'avais vu ce que ça pouvait, c'est assez flou quand même, que ça pouvait contenir, c'était exactement ce qu'on avait vécu, en fait. J'avais l'impression que c'était complètement naturel et que cette organisation organique, pour le coup, correspondait complètement à la permanence architecturale. Alors François, je rebondis sur l'aspect naturel, qui paraît naturel quand on le fait, mais quand on échange avec des partenaires aménageurs urbains, élus, collectivités, ça semble beaucoup moins naturel. Et je voudrais reposer peut-être la question collectivement, mais peut-être aussi à Laura qui on croise peut-être beaucoup dans l'accompagnement que vous pouvez opérer à la preuve par 7. Je me suis amusé à regarder les bilans parce que votre site est très documenté et on retrouve vraiment énormément de ressources. Et j'étais par exemple sur le bilan d'une opération sur Saumur où vous décriviez tout le processus, etc. Et puis, je suis tombé sur
un graphique, une application, en fait, une étude de cas en fait, qui montrait en fait, une opération immobilière avec une méthode classique et une opération alternative, la preuve par 7. Et du coup, on voit que le cheminement est complètement différent avec un partage du risque, etc. Mais donc, si on parle chiffres, coûts, bah, c'est sûr, il y a des choses qui doivent être expliquées, que vous pouvez nous expliquer. Mais clairement, là où je veux en venir, c'est comment finalement on peut amener les partenaires à changer de posture et faire un pas de côté justement pour dire bah, comment on peut tester de nouveaux usages en expérimentant, en allant chemin faisant. Voilà, parce que ça semble évident en vous entendant, mais clairement, je suis face à un élu qui, lui, a un raisonnement classique. Comment je fais pour lui dire bah, peut-être qu'il y a une autre voie possible, mais par contre, je ne sais pas où on va aller. Comment ça, il peut l'entendre? Et du coup, Ils n'aiment pas trop quand on leur dit ça. Donc, je pose la question à Laura, mais je pose aussi la question à tous les autres parce que ça nous permettra peut-être de lancer des échanges. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des gens de Coucou aussi sur Brest. Peut-être ça peut aussi évoquer des choses par rapport à vos relations avec les partenaires. Donc, Laura, je te lance la balle et puis ça peut être aussi l'occasion d'avoir un échange plus ouvert là-dessus. Grande question. Je dirais qu'il y a plusieurs situations. Il y a des situations en fait où les élus sont en prise à des questions et des blocages tellement forts et ils ont déjà un peu épuisé les solutions classiques ou les dispositifs classiques qui s'offrent à eux. Et ils se rendent compte qu'ils ont envie de faire autrement. Donc, il y a des élus qui sont très porteurs et qui sont finalement déjà engagés dans des démarches vraiment de réunion et de délégation de cette confiance à la société civile. Par exemple, à Saumur, donc il y a les galeries saumuroises qui est l'équivalent un peu des galeries Lafayette, enfin une échelle beaucoup plus réduite qu'on retrouve dans beaucoup de villes moyennes. C'était fermé depuis une vingtaine d'années, comme à Gennevilliers, la halle qui est fermée, comme énormément de lieux en fait qui ont perdu leur valeur financière et économique et leur valeur d'usage. Et donc là, en fait, les forces politiques en présence se rendent compte qu'il faut essayer de faire autrement, voire même les propriétaires, par exemple, les propriétaires d'Uto, qui sont des grands capitalistes, étaient prêts à s'engager dans la voie d'un bail amphithéotique pour expérimenter des choses et que finalement la collectivité publique s'empare de leurs biens, le redonne au public et que eux, 35 ans après, ils se ressaisissent de quelque chose qui aurait été alimenté par la collectivité publique. Donc ça, c'est un peu des situations où cette confiance et puis ce diagnostic de la nécessité de faire autrement et de répartir les responsabilités et de déléguer cette confiance, déjà, si elle est là, après, toute la suite, elle n'est pas facile. Et par exemple, à Saumur, on n'a pas réussi encore aujourd'hui à réouvrir ces galeries et à s'engager dans un projet, dans un processus de projet. Mais déjà, ça, c'est une des situations. Après, quand le politique est plus frileux, ce que nous, on essaye de faire à la preuve par 7, en tout cas, notre bâton de pèlerin, en fait, c'est d'expérimenter sur plusieurs terrains, de recueillir en fait ce qui a déjà été expérimenté, ce qui a déjà fait preuve, et de raconter que c'est possible en fait, par la puissance du récit et de montrer que c'est possible et de montrer que avec des responsabilités qui ont été léguées, une confiance qui a été établie dans des il y a des interférences et des gens qui parlent. Alors, je ne sais pas si c'est que moi. Peut-être qu'il y a des micros. Ouais, j'ai l'impression que c'est mieux. Et donc, de convaincre, en fait, par la preuve que ça a été possible
et peut-être de commencer petit à petit, progressivement, de faire petit, d'arriver à peut-être avoir un lieu petit, rentrer dans les murs de quelque chose, commencer à montrer en fait qu'on répond à une question qui est d'intérêt général et que du coup, par l'action sur le terrain, qui peut commencer très petit, ce collectif ou ça répond à un besoin de société auquel aujourd'hui, finalement, la collectivité publique a parfois un peu du mal à répondre parce qu'elle est prise dans des logiques un peu segmentées et sectorielles. Et donc, en fait, la permanence, en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que la permanence architecturale, elle a commencé chez notre atelier commun par le besoin, en fait, c'était un besoin technique, en fait, de remettre de l'humain et de la compréhension de ce qui se passait dans la société civile dans des processus très techniques de projet. Et finalement, ce que tu disais, Françoise, c'est que c'est Monsieur Jourdain, quoi. C'est la prose de la permanence. En fait, les tiers-lieux, s'ils ne font pas de permanence, c'est qu'ils sont... c'est finalement pas des tiers-lieux, ça veut dire qu'ils ne sont pas en prise avec les problématiques sociétales et donc, en fait, peut-être que ce qui est intéressant dans la permanence architecturale et qui pourrait nourrir encore plus et enrichir la démarche des tiers-lieux, c'est le côté peut-être architectural, parce que la permanence, c'est l'essence peut-être du tiers-lieu, d'arriver à s'ouvrir et à recueillir un peu et d'offrir des espaces aux expérimentations et aux besoins des usagers du territoire. Alors, merci beaucoup Laura pour cette ouverture, et je vois Françoise qui lève la main, et bien sûr il y aura l'occasion de réagir puisqu'on rentre dans la dernière demi-heure de ce débat, et l'idée c'est que chacun d'entre vous puissiez avoir la parole. Donc la parole est ouverte à chacun d'entre vous, et d'emblée peut-être l'autre tour l'autre question derrière qu'on pourra se poser une fois qu'on a vu les intérêts potentiels de cette méthode qui est par essence expérimentale et qui par essence consubstantielle à la notion de tiers-lieu, c'est du coup concrètement quels critères, quels éléments de réussite pour garantir cette permanence et ce lien permanent au territoire et à la société civile, et puis quels écueils à éviter pour des porteurs de projets ou pour des lieux finalement, qu'on soit en territoire urbain, en territoire rural, et peu importe le projet que l'on porte. Voilà, j'ai vu aussi que Loubna a levé la main. Donc Loubna, je te donne la parole, et puis ensuite on est ouvert donc à vos questions pour faire réagir nos invités. Oui, bonjour à tous. J'avais une question. Moi, je travaille beaucoup sur j'ai fait une formation continue à l'école de design de Nantes. Et du coup, je m'interroge sur le terme, ce que vous dites, ça fait beaucoup de lien aussi avec le design, avec cette phase d'observation d'usage, d'exploration, d'expérimentation. Et par contre, est-ce que du coup, dans vos projets, vous avez intégré des designers? Du coup, j'ai l'impression que cette permanence architecturale, en fait, c'est quelque chose de naturel dans un process de design. Alors, je ne sais pas, du coup, par exemple, à Laura, ou est-ce que vous, à la preuve parfaite, vous travaillez avec des designers sur vos projets? Je propose plutôt que ça soit Gwenola ou Françoise qui répondent, comme elles sont à la manette sur des lieux. Et puis après, je pourrais éventuellement dire quelques mots. Si vous êtes d'accord, Gwenola ou Françoise. Moi, je peux répondre très concrètement là sur des hôtes qui arrivent la mi-avril, qui sont du coup un collectif qui se sont constitués donc, suite à des études de design, mais qui sont plus dans le design social et qui sont en lien aussi avec des terrains, des actions, on va dire. Donc, par exemple, dans ce collectif, il y a une personne qui a questionné
Dans le design, les vestiaires dans les salles de sport, qui a repensé en fait ces espaces. C'est un peu ces non-lieux un peu qui sont les vestiaires dans les salles de sport, et à partir du réemploi de matériel sportif. Et du coup, tout en menant donc un séjour à Pasteur dans le cadre de ce collectif, elle fait un stage aussi avec un projet de ressourcerie sportive qui est aussi accueilli dans Pasteur, qui s'appelle l'Équipière, et qui démarre comme ça un projet de ressourcerie sportive à Rennes. Dans le collectif de designers, il y a aussi une personne qui travaille plus dans le champ de la santé et du handicap. Elles sont deux d'ailleurs, du coup, plus sur ce champ-là. Et les projets qu'elles mènent, dans le cadre plutôt du coup, ce qu'elles appellent design social, vont être aussi reliés et expérimentés avec une association à Rennes qui s'appelle My Human Kit, et qui va essayer de pousser aussi un peu leur réalisation, si on veut, notamment en organisant un hackathon pour développer finalement les objets, si on veut, qui sont imaginés, qu'elles ont imaginés au départ dans le cadre de leurs études. Et donc, dans le design social, ça peut être... Il y a une des femmes qui est dans ce collectif qui a notamment travaillé aussi en immersion dans un EHPAD, puisque elle travaille sur des objets en fait qu'on peut donc il y en avait certains objets étaient sur comment on peut boire un café par exemple quand on a des tremblements. Donc, trouver des objets qui peuvent s'adapter en fait à un handicap de ce type, parce que finalement c'est un peu le besoin premier aussi d'être quand on est dans un espace de convivialité. Et puis une autre, c'était de la même façon aussi pour plutôt un design du coup culinaire. Donc c'est vraiment des sortes de gâteaux qui peuvent se tenir aussi à la main de manière facile, simple. Voilà. Donc en fait, elles ont elles-mêmes expérimenté en immersion, et là aujourd'hui elles se réunissent dans ce collectif sur elles sortent un peu de leurs études, hein. C'est vraiment l'enjeu là de Pasteur, c'est de donner un espace en fait où elles peuvent travailler ensemble sur ces projets-là. Voilà pour un premier rebond. Je veux bien continuer. Je veux bien continuer aussi sur la place des designers. Alors, effectivement, mais Lubna, tu as fait raison aussi de ressouligner la place de ces métiers-là. Pour nous, ils sont très présents. Alors, ils sont très présents du côté individuel. Alors, on travaille avec un designer textile, on travaille avec plusieurs designers d'objets qui travaillent là sur le réemploi de matériaux issus de la mer, puisque c'est un des projets que nous avons, de pouvoir monter une recyclerie, une ressourcerie dédiée uniquement aux matériaux qui sont utilisés dans la navigation, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis parce qu'on a un architecte naval aussi qui est prêt sur le site à travailler aussi dans ce sens-là. On travaille avec des designers tout à fait, comme le dit aussi Gwenola, d'un point de vue social, qui vont aussi dessiner des espaces d'apprentissage et de formation. Et pour des gens qui sont très éloignés de l'emploi, par exemple, ou des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, ça fait vraiment, il y a tout un panel, je dirais, là, d'individus dont c'est le métier, mais nous accueillons aussi des collectifs et des étudiants, notamment les étudiants des Beaux-Arts, de toutes les sections design qui viennent en fait, qui sont venus au départ travailler chez nous parce que c'était une question de salle et de logement. Et puis finalement, quand ils ont passé leur première session, ils ont vu que c'était un lieu justement où ils pouvaient expérimenter, qu'on pouvait faire des choses ensemble. Et ce qu'on est en train de construire avec plusieurs écoles de beaux-arts et les Gobelins aussi. On est aussi en lien avec les Gobelins. Donc ça, c'est la partie design. Je n'oublie pas la réponse de tout à l'heure sur les élus, parce que je voudrais vraiment pouvoir dire quelque chose là-dessus, parce que pour nous, c'est extrêmement important. Mais vous me direz quand je pourrais revenir sur la question de la place des élus. Merci pour vos réponses. Merci
à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions justement en direction de nos intervenants pour les questionner sur leur pratique? Je sais que moi, je serais intéressé d'avoir le regard de Kukuroku, par exemple, Victor, parce que j'ai l'impression que vous êtes complètement dans ces démarches-là, mais qui ne sont pas forcément, comment dire, pensées de la même façon. En tout cas vous les pensez pas, je trouve, dans cette forme-là, en tout cas. Mais alors, je ne sais pas si Victor voulait prendre la parole, du coup, suite à cette sollicitation. Sinon, n'hésitez pas. Victor, Vous m'entendez bien? Ah oui. Ouais, c'est un peu mieux là. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, du côté de Kukuroku, c'est vrai que on a mis en place des démarches très expérimentales au début, qui se référaient ni forcément au tiers-lieu, ni forcément à la permanence architecturale au début. Et du coup, quand on a découvert un peu toutes ces idées, concepts-là, ça a très vite fait écho à ça. En fait, notamment parce que l'initiative qu'on a portée, en fait, ça répondait surtout à, on va dire, des aspirations, on va dire, de personnes d'un collectif d'habitants qui s'étaient regroupés dans un quartier à Brest. On n'a pas forcément fait d'études de faisabilité avant, on n'a pas été accompagné par une structure vraiment, en fait. Et du coup, après, on avait bien aimé l'idée que Louenola ait pu avancer en fait, à un événement auquel on avait participé ensemble à Brest, là, une fois sur la question de l'étude de faisabilité en acte. En fait. Du coup, on a trouvé ça assez pertinent, on s'est pas mal retrouvé là-dedans, en fait. Où, c'est-à-dire à travers les occupations temporaires de lieux qu'on avait eu dans le quartier, en fait, on avait pu tester ce qui marchait pas, ce qui faisait sens, en fait, ce qui trouvait de l'écho auprès des habitants du quartier, parce qu'on était vraiment sur une dynamique très très locale sur notre projet. Et par contre, en fait, nous, un peu le frein qu'on a ressenti à la fin, c'est que autant cette étude de faisabilité en acte, elle nous a beaucoup parlé, et ça a eu du sens. Par contre, pour faire la question suivante sur la question du rapport au pouvoir public et aux élus locaux, c'est, on va dire, c'est pas quelque chose qui a pesé, en fait, c'est quelque chose qui a été vraiment entendu. On a le sentiment qu'en fait, après, on a dû être, en fait, on a pu être accompagné après dans un deuxième qui a pu, le tas de 20 vous amener un peu des billes en termes de méthode, tout ça, et on a l'impression qu'il a fallu vraiment arriver à conjuguer un peu ce travail d'étude de faisabilité en acte et de diagnostic de territoire plus formel, entre guillemets, là-dessus, pour arriver à avoir un peu plus une oreille là-dessus, quoi, de la part des locaux avec qui on était en lien jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que voilà, autant on va dire que cette question de la permanence architecturale, elle a, enfin, cette inspiration-là nous a beaucoup apporté à nous en tant que collectif et sur la dynamique de territoire qu'on a animé, autant ça a été quelque chose qui a été un peu plus difficile à mettre en avant sur nos rapports avec les pouvoirs publics locaux là-dessus. Après, je serais peut-être intéressé pour voir à quel point quel est le ressenti en fait, des acteurs autour de la table là-dessus, sur est-ce que vous... Enfin, l'impression que c'est est-ce que cette méthode en soi amène suffisamment de billes, entre guillemets, à une négociation et un rapport avec des élus locaux, ou est-ce qu'en fait, il faut arriver à jumeler avec différentes méthodes comme ça de travail, en fait. On se pose pas mal, nous, de côté. Françoise, justement, c'est l'occasion. Parce qu'en fait, merci de tous ces questionnements, mais c'est effectivement, nous, c'est une question centrale quand on a monté le projet, de savoir comment travailler avec les élus. On a été face à des élus qui étaient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très très loin de nos concepts de tiers-lieux, de nos approches. Pour tout vous dire, j'ai même pas pu passer on avait une super vidéo qui présente les grands voisins. On m'a demandé de ne pas la passer parce que dans la vidéo des grands voisins, il y a des gens de couleur. Je plaisante pas, hein. Donc voilà un petit peu culturellement comment on arrive dans un territoire qui est pas forcément très très ouvert. Et on a trouvé un biais. D'abord, ça fait maintenant 2 ans, hein, donc un vrai travail de rapprochement avec les élus, et notamment le fait que nous avons créé du coup une nouvelle association pour gérer le lieu. C'est pas Plateau Urbain qui gère les ateliers Jean Moulin, c'est pas la Nouvelle Imagerie, c'est une association qui réunit Plateau Urbain, la Nouvelle Imagerie et les maires qui sont au bureau. Donc les maires des villes, le maire de ma ville,
de Montbourg, et les présidents de la Comcom notamment, plus 5 autres maires, siègent à l'association. Alors la particularité, c'est qu'ils sont dedans, qu'ils ne sont pas majoritaires en termes de vote, ce qui veut dire que si jamais on avait à batailler vraiment sur un sujet, on reste quand même maître du projet et garant du projet. Parce que bon, une fois que vous avez des élections, on change de tête, et c'est pas toujours une question de couleur, hein, de politique, mais des personnalités qui ne sont pas forcément enclins à poursuivre le travail du précédent, par exemple. C'est ce qui s'est passé aussi pour nous. En fait, ils sont autour de la table, ils sont décisionnaires, mais ils ne sont pas majoritaires. Et le fait qu'ils aient accepté d'être dans une association dans laquelle ils ne sont pas majoritaires et pour laquelle ils ne versent aucune subvention. Ça, pour nous, c'est une indépendance fondamentale, parce que d'abord, les échelles de subventions locales, c'est entre 1 000 et 1 500 euros, ce qui, par rapport au budget des ateliers, est vraiment très peu. On s'est dit, demander des subventions pour ensuite avoir cette dépendance localement très forte, on n'a pas voulu. On a préféré que les subventions viennent d'ailleurs. Elles viennent du département, de la région, de l'État et de l'Europe, mais elles ne viennent pas localement, ce qui nous donne quelque chose d'assez sain, en fait, dans la relation avec eux. Ils participent pleinement aux décisions, et d'ailleurs, ce qui les intéresse le plus, franchement, c'est qui rentre dans les ateliers. Quelles sont les entreprises qui rentrent dans les ateliers. C'est quelque chose sur lequel ils fantasmaient, ils avaient beaucoup d'angoisse, de peur qu'on fasse venir des entreprises dites parisiennes qui viendraient comme ça s'installer à la campagne, ou des entreprises qui seraient concurrentielles des entreprises locales. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, on a 8 entreprises installées, et 8 entreprises principalement artisanales, et qui sont des entreprises locales. En fait, ce sont des gens qui ont ou déménagé leurs locaux ou qui sont revenus s'installer sur le Cap. Donc, la confiance, elle se fait comme ça dans l'association. Et il n'y a pas eu, depuis la création de cette association, il n'y a pas eu une seule décision qui n'ait été prise à l'unanimité. Donc, ça montre bien comment, parce que c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas qu'on ait des clivages, mais c'est qu'on arrive à faire voter à l'unanimité les décisions qui concernent le lieu. Voilà une réponse. Merci Françoise. Laura, tu veux réagir du coup à tout ce qui a été dit? Ton micro. Oui. Juste sur, est-ce que la permanence architecturale, ça suffit, ou est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? Bien sûr, la permanence architecturale, c'est un outil, mais c'est un outil assez puissant, en fait, qui se met au service de ces expérimentations de programmation. C'est cette réunion, en fait, de mondes qui ne se parlent pas forcément sur un territoire ou sur un projet ou même sur un sujet de société. Et en fait, c'est quelque chose d'assez sérieux. C'est pas uniquement de l'animation. Et si la personne en permanence, c'est pas forcément un architecte, l'idée quand même, c'est d'avoir une attention très forte à ce qui est expérimenté, de le raconter, de l'analyser. Enfin, c'est ça qui est peut-être un peu compliqué, c'est de faire, d'analyser, de raconter, d'avoir cette attention quand même, du coup, à où se passent les choses, voir quelles sont les configurations qui réussissent, qui ratent, les choses, la mayonnaise qui prend pas. Et dans la permanence architecturale, en tout cas dans la phase un peu de test, d'études de faisabilité en acte, il y a des choses qui sont assez concrètes, qui sont des rendus, avec des intentions de projet. Et en fait, la construction du lieu, du projet, elle se fait progressivement. Il y a des actes. Sur le site de l'hôtel Pasteur, il y a l'étude de faisabilité en acte qui a été faite pendant l'Université Foraine et qui s'est perpétuée. Et vraiment, si vous regardez, il y a à la fois toute une dimension sociale, de récit, des anecdotes humaines de ce que ça a permis la permanence. Et il y a aussi un passage à l'acte, et à l'acte d'aménager, de construire.
cet acte d'aménager et de construire, il continue à être un acte humain avec, justement, c'est un lieu de formation, c'est un lieu de réunion, de savoir et un acte collectif. Donc, bien sûr, la permanence, elle ne se suffit pas à elle-même, mais c'est quelque chose qui peut être très sérieux et qui peut convaincre un élu. Et l'idée de la preuve par 7, c'est de se dire que ces études de faisabilité qu'on fait, on peut faire à la place complètement des études de faisabilité en acte et construire les projets à partir de ces actions sur le terrain. Merci beaucoup. On rentre dans les dernières minutes de cet échange, tout simplement parce qu'on est en visio et qu'on sait que le secret des visios, c'est des visios courtes et efficaces pour avoir la volonté d'y revenir. Est-ce qu'il y a d'autres niveaux d'interpellation ou de partage d'expérience du côté des participants comme des intervenants? Là, la parole est totalement… Oui, bonjour. Oui. Moi, je m'appelle Roger, je suis chargé de projet réseau d'entraide. C'est un projet qui favorise l'entraide dans le quartier de Vigan-Beauregard. Et le projet est porté par le SS Cargo, qui est une association, mais qui est dans une phase de préfiguration. Donc, elle pense bientôt devenir un tiers-lieu. Donc, c'est dans cet objectif que je participe à cette remise ménage. Moi, j'ai une question quand même pour un peu simple que je n'ai pas bien cerné. C'est quoi une permanence architecturale? J'ai comme l'impression que c'est une permanence pendant laquelle il y a plusieurs phases d'expérimentation des actions des tiers-lieux, des études de faisabilité et par rapport à ça, vous modifiez au fur et à mesure les expérimentations. Donc, je voudrais un peu cerner la phrase la permanence architecturale. Au moins, je saurais que j'ai gardé cette expression. Merci. Alors, qui pour finalement nous dire c'est quoi la permanence architecturale? Je ne vais pas répondre au nom des architectes, mais en tout cas, moi, ce que j'en ai vu et comment je l'ai vécu aussi au quotidien. Là, du coup, on parle aussi, par exemple, dans les différents mondes d'un chantier et donc d'une réhabilitation architecturale. Il y a donc la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, et nous, on était un peu la maîtrise d'usage, du coup, ceux qui utilisaient les lieux. Et on était aussi en permanence sur site, mais avec la maîtrise d'œuvre, donc les architectes qui, au quotidien, même s'il y avait eu une étude, malgré tout une réponse à un programme de réhabilitation qui avait été dessiné, écrit et partagé avec des entreprises, le fait qu'il y ait un architecte en permanence sur site, ça permettait en fait de réajuster en permanence en fait aussi. Voilà, toujours, mais du coup au quotidien. Et voilà. Et si aujourd'hui on s'inspire et on continue en fait cette idée-là, donc on parle plus de permanence architecturale, mais par exemple on développe aussi au sein de Pasteur l'idée d'être un espace aussi de recherche, parce qu'en fait il y a des actions de terrain, il y a des projets qui se mènent, des expérimentations. On a parlé beaucoup d'expériences et tout ça tout au long de cet échange. L'idée c'est aussi qu'on puisse, en étant en permanence sur site, documenter en fait ce qui s'y passe et donc permettre aussi de réajuster et puis de voir un peu comment ça peut certaines démarches, certains fonctionnements même peuvent agir sur aussi l'action publique, parce que finalement du coup on est dans un lieu effectivement dont la ville est propriétaire, on est en lien avec l'action publique, mais on n'est pas géré par l'action publique, on a une gestion possible indépendante. Donc, du coup, c'est vraiment cette permanence-là, c'est ça, en fait. Pour la permanence architecturale, c'est être réajusté, en fait, au quotidien, si on veut, ce programme, vérifier, finalement, tout à l'heure, on parlait du permis de faire, mais c'est ça, c'est du coup donner la capacité d'agir, de faire les choses, avant tout, de tester, et petit à petit, par contre, voilà, documenter, questionner, avoir en fait cette zone critique en permanence aussi.
Pour moi, c'est vraiment ça aussi. C'est pour ça qu'on a parlé aussi à Pasteur d'une permanence éducative ou d'une permanence d'apprentissage, on ne sait pas trop. Parce qu'en fait, au cours de tout ce temps qui était du coup sous la permanence architecturale, on a vu qu'il y avait plein de savoir-faire très, très différents en fait, de connaissances. Il y a des bruits bizarres parce que c'est le chauffage qui se met en route. Et en fait, on a vu comment on pouvait apprendre des différents métiers au sein du chantier, mais aussi des chantiers écoles qui avaient lieu pendant les travaux, comment en fait on apprenait les uns des autres. Donc en fait, cette permanence, elle permet aussi ça, elle permet cette porosité entre les corps de métier, entre les différents domaines. Voilà ce que je pourrais dire. Super, merci. On continue du coup ce petit tour de table de conclusion peut-être avec Françoise. Qu'est-ce que tu retiens et que tu proposes de retenir de cet échange? De retenir de l'échange qu'effectivement le vocabulaire a son importance, que les concepts, que la permanence architecturale, c'est peut-être pas finalement un concept au sens design du terme, mais peut-être une démarche qui est particulièrement ouverte. Moi, je retiens aussi de ce que vient de dire Gwenola, qui me semble essentiel dans notre travail, c'est effectivement je parlais d'adaptabilité tout à l'heure, et en permanence, la remise en question, l'évaluation et la capitalisation de ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est un marqueur de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a des remises en question. Et c'est pas simple de se dire, bah non, là, cette voie-là, c'est pas la peine, ou alors peut-être une autre fois, mais enfin là, ça marche pas. Et le fait de trouver des réponses, des adaptations qui soient, qui répondent aux besoins du territoire, ça, pour nous, c'est essentiel. On a vécu au Grand Voisin, je suis désolée de revenir là-dessus, mais c'est une expérience extrêmement marquante. Mais pour nous, c'était quand même une bulle. C'était un des marqueurs qu'on ne voulait pas refaire ailleurs. C'est-à-dire que c'était une bulle dans laquelle on était super bien, mais qui n'était absolument pas en lien avec son quartier. Moi, j'habitais le quartier et je peux vous dire qu'il n'y avait pas de lien vraiment fort avec le quartier dans lequel étaient les Grands Voisins. C'était une bulle. Donc là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est pas du tout ça. Et cette question de régulièrement poser en équipe pour se dire, bon, alors, qu'est-ce qui fonctionne pas, quels sont les points de progrès, comment est-ce qu'on peut évaluer, ça veut dire donner de la valeur aussi, hein, à ce qu'on fait. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. Je redirais aussi qu'on n'a pas parlé des effectifs et des ressources humaines. Nous, sur place, on est 9 dans l'équipe. On est 9 en permanence. 9 ETP? Ouais. Non, pas ETP, mais 9 en permanence. Ok, parce qu'effectivement, c'est la question de l'économie en fait d'une permanence architecturale. On ne l'a pas évoqué. On ne pouvait pas tout évoquer en tout cas sur cette séquence, mais je pense que ça peut valoir le coup de revenir un peu sur ce que ça coûte et puis le bénéfice en fait, parce que derrière, c'est sûr, quand je prenais l'exemple du bilan de Saumur avec un programme ordinaire et une opération preuve par set, en tout cas avec une méthode différente, où il y a des choses qui peuvent être comparées, évaluées. Donc, en tout cas, pour ce sujet du modèle économique et de l'économie, ça vaut vraiment le coup d'y revenir, à la fois quand on est un lieu naissant, parce que finalement, on se teste et on ne sait pas finalement où on va, etc. Et que ça peut être des billes intéressantes justement à mettre dans la balance pour dialoguer avec les partenaires, etc. Il y a un sujet qui m'intéressait bien, en tout cas, François, en tout cas dans la conclusion, c'est la dimension usage. On voit donner une mesure d'usage pour le lieu, mais en fait, là, ce qu'on propose pour un tiers-lieu, c'est donner un usage en fait, pour son quartier. Quoi. Son quartier, peut-être son bourg, sa collectivité. Et Laura, dans la preuve parfaite, vous parlez d'échelle, en fait. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être juste sur cette notion-là, peut-être pour clôturer, pour dézoomer, en fait Oui, tout à fait. Alors, la question de l'échelle, elle a deux sens à la preuve par 7. C'est l'idée de se dire que on peut faire petit, en fait, et on a besoin. Enfin, c'est là où, en fait, on a un pouvoir d'agir.
et que finalement, ce qu'on fait à la petite échelle du bâtiment, du bâtiment dans son îlot, du quartier, en fait, en racontant les processus qu'on aurait à expérimenter, parce que les tiers-lieux, c'est des lieux d'inventivité, à la fois juridique, technique. Peut-être que ça pourra inspirer des processus beaucoup plus institutionnels ou à des échelles beaucoup plus grandes. Par exemple, à Orléans, on a voulu expérimenter qu'est-ce que ça pouvait être un écoquartier à partir des usages et non pas à partir de la technique. On a investi une petite maison qui était à la fois un logement, un lieu de travail, un lieu de réunion. Enfin bon, c'était un peu tout. Ce qu'on a essayé de faire, c'était donc on travaillait à l'échelle de cette petite maison, de ce petit jardin, et en même temps, on expérimentait comment est-ce qu'on peut introduire l'expérimentation et le non-fini et l'incertitude dans un bilan d'aménagement, de zone d'aménagement concerté. Donc, il y a à la fois, c'est double échelle de l'expérimentation, à la fois sur le terrain et puis dans les documents juridiques, institutionnels, de procédure. Et puis après, il y a l'échelle territoriale, de se dire que l'architecture, l'urbanisme, ça doit être contextuel en fait, et que la loi, bien sûr, elle garantit l'intérêt général, mais que les territoires, ils ont chacun leur spécificité, leur particularité, et qu'on doit pouvoir réintroduire en fait ce qui est spécifique à chaque échelle, le village, la ville moyenne, la métropole régionale. Et donc c'est pour ça que la preuve par 7, c'est 7 échelles, et qu'on expérimente dans différents territoires pour raconter ce qui est propre à chacun et ce qui peut être raconté et généralisé à l'échelle de la France métropolitaine et ultramarine. Merci, merci beaucoup, merci à toutes et tous. Je vous propose qu'on clôture cet échange puisqu'on est à peu près sur le timing prévu. En tout cas, on vous invite, alors évidemment à nos intervenantes et puis globalement à ceux qui ont participé à continuer à suivre nos travaux, à vous inscrire à nos newsletters sur nos outils de communication puisque nos travaux continuent soit en groupe de travail, soit sous cette forme-là puisqu'on s'est donné rendez-vous d'ici à cet été pour une nouvelle rencontre. Et donc voilà, on a plusieurs sujets qui tiennent la corde, mais n'hésitez pas à nous alimenter parce que l'idée c'est de partir aussi des besoins et des envies des lieux pour échanger. Je retiens sur ce qui a été dit aussi à un moment donné sur la relation aux élus. On y avait déjà pensé, mais que pourrait être intéressant l'idée d'une séance, d'un échange partagé, pourquoi pas avec Bruded, qui est un réseau d'élus bretons engagés sur la transition écologique, qui réunit une centaine, près de 200 communes et élus engagés sur ces questions, et qui ont travaillé sur la question des tiers-lieux, mais jamais en tant que question des tiers-lieux, mais plutôt en dérivé sur d'autres sujets. On pourrait, je pense, imaginer avec Bruded à un moment donné une rencontre, une session d'échange, d'interconnaissance qui serait tout à fait utile dans cet esprit de croiser les cultures. Voilà. En tout cas, donc, portez-vous bien. On revient d'ici à cet été avec une nouvelle édition des Rues Méninges et puis on espère très prochainement en présentiel. Voilà. Merci à nos 3 invités d'avoir accepté cet échange passionnant et on vous dit donc à tous à très bientôt. Merci. Merci. À très bientôt.